Il nous manque un deuxième micro. Didier, est-ce que vous voulez bien rendre votre micro? Merci. Bien, bienvenue Jean-Louis. Bonsoir, merci. On va évidemment, on a du temps ce soir, c'est formidable parce que j'ai déjà eu le plaisir, un petit avantage, de rencontrer plusieurs fois Jean-Louis dans des circonstances qui pouvaient ressembler à celles qui nous réunissent ce soir, mais à chaque fois ça doit être fait en 5 minutes, 10 minutes. Ce soir on a du temps et j'ai bien l'intention d'en profiter. Alors, j'ai juste une demande, est-ce qu'on peut un tout petit peu éclairer la salle parce que je vois personne. Alors, d'abord deux petites questions, parce qu'ensuite on va rentrer évidemment dans le récit de votre vie d'explorateur, dans vos engagements, dans le sens que vous y mettez. On va parler aussi de vos projets, parce que là, l'histoire s'arrête en 2010, mais elle ne s'arrête pas pour vous en 2010. Mais quand même, deux petites questions. Quand vous montez le projet Generali Arctic Observer, avec cette traversée du pôle Nord en ballon, vous saviez tout sur les frères Montgolfier, sur Annonay, tout ça? J'avais quand même un peu lu, oui. J'avais un peu lu. Je ne connaissais pas tous les détails, mais j'avais un peu lu. Et en même temps, quand on passe le diplôme d'aérostier, il y a des questions sur les frères Montgolfier. Donc ça faisait partie du diplôme. Ça s'appelle le diplôme de pilote de ballon libre. C'est magnifique. Hein. Et donc il y avait effectivement... Quels étaient les 3 animaux qui ont volé au départ de Versailles, dans la nacelle? Vous connaissez? Un mouton, un canard et un coq. Ça faisait partie des questions du diplôme. Donc j'ai étudié les frères. Et la date du premier vol? Ça doit être en 1783. Oui, mais le jour et le mois. À quelle heure? 4 juin, d'ici même, de la place oui. des Cordeliers, qui était un couvent, d'après ce que j'ai vu. Oui. Ah oui, alors, vous étiez déjà venu à Annonay? Non, c'est la première fois. Oui, je découvre. On a découvert ensemble, en venant, la grande montgolfière peinte sur un mur, en arrivant dans la ville. Un théâtre magnifique. Alors, ce qui nous réunissait aujourd'hui, et ce qu'a présenté tout à l'heure Didier Péréol, c'est ce bio dans les étoiles. Vous êtes un consommateur de bio, vous? Oui. Oui, j'ai mes parents qui étaient sensibilisés déjà. Ils faisaient des achats bio dans un petit magasin qui s'appelait La Vie Claire à Castres. Et les 2 personnes qui tenaient ça avaient l'impression qu'ils avaient un cancer au 3e degré. Ils étaient d'une tristesse. Et je me souviens de cette histoire-là. J'étais beaucoup plus jeune. Et mais enfin, ma mère achetait les produits là. Donc, et ensuite, on a continué. Et moi-même, je continue. Et j'habite temporairement aux États-Unis, mais en France, on achète des produits bio. Et aux États-Unis, ça s'appelle organique. Et nous allons acheter des produits bio. Alors, ce que nos amis ne savent peut-être pas tous, c'est que, originellement, vous étiez médecin, ça a été dit dans le film, vous l'êtes toujours, c'est pareil, hein, oui, entrepreneur, explorateur, médecin, au Conseil de l'Ordre, curé, on le reste toute sa vie. Mais vous étiez médecin nutritionniste. Oui, j'ai fait une spécialité de nutrition, et le thème de mon DESS, c'était l'alimentation dans une expédition extrême. En fait, avant de partir au pôle Nord, j'avais fait un DESS de nutrition. Donc j'étais médecin d'expédition d'abord, avant de faire mes propres aventures. Et en fait, je me suis vraiment penché sur la nutrition dans les efforts en milieu extrême, en Himalaya. Et donc la thèse de mon DESS, c'était ça. Et donc j'avais besoin d'une alimentation de qualité et surtout une alimentation aussi équilibrée. On a parlé de la qualité des aliments bio, mais il y a un équilibre nutritionnel à respecter, bien sûr, dans la vie. Alors ensuite, comment s'oriente, comment vous vient cette sorte de vocation? Parce que je pense que le mot peut paraître banal, mais j'en trouve pas d'autre. Eh bien, c'est ancien. Quand j'étais petit, je suis né à la campagne, dans le Tarn, j'aimais vivre dehors, en fait. J'aimais cette... Et il y a un sommet qui s'appelle le Pic de Nord. C'est un sommet, c'est tout rond. Hein. Il s'appelle le Pic, mais il est tout rond. 1200 mètres d'altitude quand même, et donc en hiver, il y a du gifle, de la neige, et j'ai des souvenirs. On y allait de temps en temps. Mon père avait une 4 chevaux, mettait les chaînes, et on montait au Pic de Nord, et je m'avançais, je me souviens de marcher vers le sommet, et je m'imaginais un Himalaya, j'adorais le vent froid sur le visage, donc je rêvais à 1200 mètres, oui. Donc je rêvais, j'avais acheté des chaussures qui s'appelaient des Lionel Terré. Je respirais le cuir, je m'imaginais
J'aimais ça. Vous aviez quel âge? J'avais 8, 9, 10, 11, et à un moment donné est paru dans Paris Match une triple page en couleur du massif du Mont Blanc. Je rêvais d'alpinisme, du massif du Mont Blanc. Je connaissais le nom de tous les glaciers, l'emplacement des refuges, j'apprenais ça. En fait, je voyageais beaucoup dans ma tête. On ne partait pas de la maison, et je voyageais beaucoup dans ma tête, et on avait quelques numéros d'illustration, enfin on le voit maintenant dans les musées, l'illustration et ces caravanes de porteurs. Et donc je m'imaginais dans les expéditions. Et en fait, après, donc je suis allé au collège technique. Vous avez oublié que j'ai fait un CAP d'ajusteur. Je suis tourneur-fraiseur. C'est le moment de le rappeler. Je suis tourneur-fraiseur. Et on vous voit d'ailleurs en train de percer avec une donc j'ai fait après le certificat d'études, je suis rentré au collège technique. Et ensuite j'ai passé le bac technique. Puis après je suis passé à Mathélène, j'ai fait médecine. J'étais interne en chirurgie. Et là, tout d'un coup, j'ai eu l'envie de renouer avec ce voyage. Donc, je me dis, maintenant, je vais m'offrir une tranche de jeunesse. Et j'ai commencé comme médecin. Donc, Tabari m'a pris parce que j'étais médecin, je ne connaissais rien à la voile. Donc, en Himalaya, je grimpais un peu. Donc, c'est la médecine qui m'a mis le pied à l'étrier. Et qu'est-ce qui vous attire principalement? C'est la montagne? C'est les conditions extrêmes? Ou c'est l'aventure qui aurait pu d'ailleurs se... Oui, c'est l'aventure. La montagne me plaisait énormément. J'avais quelques idoles, Walter Bonatti, Lionel Terré, j'aimais, j'étais immergé. Donc je m'imaginais quand j'ai commencé médecine, peut-être m'installer en montagne. Je rêvais de montagne. Et puis j'ai rencontré le père Jaouen, c'est un jésuite qui a 92 ans aujourd'hui, qui a un bateau qui s'appelle le Bel Espoir, et qui a amené avec lui des toxicomanes. Et moi, je fais mon service militaire à Marseille et je faisais des gardes dans un centre d'accueil de toxicomanes, donc j'étais familiarisé avec le milieu. Et j'ai rencontré Jaouen et j'ai commencé mes premières traversées de l'Atlantique, donc avec le père Jaouen et sa clientèle difficile. Et ça m'a plu, la mer, et donc j'ai continué. C'est la mer au début, hein? C'est pas tout de suite la montagne, puis la mer, et c'est pas tout de suite l'épaule. Mais l'épaule, j'avais envie, à un moment donné, donc il faut faire un service militaire. Et j'avais postulé pour être médecin en Antarctique, sur la base française du Mont d'Urville. Et en fait, ils ne prenaient que les médecins militaires. Donc je n'avais pas été retenu. Oui, j'étais civil, donc je ne pouvais pas y aller. Et cette envie de pôle était restée. Et elle est venue, l'envie du pôle, de manière très précise, du pôle Nord. On rentrait de l'Everest, où j'ai été médecin, où j'avais grimpé quand même un peu. Et quand on est médecin, vous savez, dans une expédition, on est le point un peu central, c'est-à-dire qu'on vient se confier à vous. Quand vous avez 10 alpinistes, les meilleurs de France, qui sont engagés sur le sommet pour le tour du monde, il y a des conflits, il y a des querelles, ça marche par deux. Toi, t'es monté au camp 5, t'as remonté, t'as bouffé la bouffe du camp 4, t'aurais pu au moins... Donc, c'est des cordées séparées, avec des ambitions rassemblées sur un sommet. Et donc, le médecin, en fait, il est là pour coordonner. Je m'étais dit, la prochaine fois, je partirai seul. Et en fait, l'idée du pôle Nord est venue à ce moment-là, après l'Everest. Et tout d'un coup, moi, j'avais fait la course autour du monde avec Tabarly, j'avais navigué avec Cola aussi. Donc, je savais naviguer, si vous voulez, mais j'avais pas envie... Vous saviez ce qu'était une vie de groupe dans des conditions pas toujours faciles. Ouais. Mais j'avais pas envie de faire la course, j'étais pas taillé pour ça. La montagne, je savais grimper, mais... Et tout d'un coup, le pôle Nord. Le pôle Nord, vous voyez, c'est un océan gelé comme cette table, avec la Sibérie, le Canada et tout. Et au milieu, là, il y a le pôle Nord, c'est un point, c'est l'axe de rotation de la Terre. C'est un océan gelé, c'est un univers de montagne, donc de glace. Et en même temps, c'est un univers marin, on marche sur la mer. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était taillé pour moi, en fait. Parce que je ne gagnais pas ma vie dans les expéditions. Et donc, je faisais de la médecine générale en remplacement. J'en ai fait 15 ans de remplacement de médecine générale. Donc, je travaillais entre les expéditions pour gagner ma vie. Et je pensais que le pôle Nord allait être ma dernière expédition. Donc je me suis focalisé... Comment ça, la dernière expédition? Parce qu'après, il fallait gagner sa vie. Je pensais oui, d'accord. m'installer comme médecin, j'avais pas vraiment envie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça n'est pas encore votre vie que vous construisez. C'est des envies que vous assouvissez. Oui, à travers... Et le pôle Nord devient mon histoire, mon aventure. Et en fait, pour aller au pôle Nord, c'était pas techniquement compliqué, comme sur des parois difficiles ou en régate. Il faut être un super campeur. Et j'étais un super campeur. Savoir faire la bouffe, monter la tente par tous les temps, par tout vent, dormir dehors, même s'il fait moins 40,
J'étais un super campeur. Et il faut être un super campeur pour le pôle Nord. C'est pas technique du Moi, je tout. connaissais le vieux campeur, maintenant je connais le super. Oui. Il devient vieux. mais c'est pas compliqué, on tire un traîneau. Vous apprenez dès demain matin, je vous le montre, en 5 minutes, vous avez compris ce que c'est que tirer un traîneau. Donc techniquement, c'est pas compliqué, mais le terrain est extrêmement chaotique. Et il y a le froid qui est là en permanence. C'était dur comme expédition, et j'ai fini par réussir. Là, vous êtes tout seul la première Oui, fois. oui, Hein? oui, je suis tout seul. Et donc j'ai fini par arriver au pôle Nord, qui était un moment magique, je crois avoir Vous été y êtes proche. encore quand vous le racontez? Oui, oui. Qu'est-ce qu'on ressent? J'étais proche de l'illumination. C'était une telle libération, parce que j'avais tout engagé. Et puis, quand vous partez 63 jours, j'avais l'avantage en plus de le faire, il n'y avait pas de GPS et pas de téléphone. Je peux témoigner parce qu'on est venu en voiture, il sait quand même se servir d'un GPS. Et donc, je l'ai fait avant le GPS. Si vous voulez, s'il avait existé, je l'aurais pris, bien sûr, voyez. Donc, j'étais complètement coupé du monde. Et donc, le premier mois, c'est une déshabituation du monde, vous voyez, parce qu'on y part avec des mobiles qui sont des mobiles sociaux, de l'ambition. On n'y va pas, j'ai compris, pour être seul, mais pour être le seul, vous voyez ce que veut dire la différence. Et donc, il y a cette ambition, quand même, d'aller au pôle Nord, d'en faire mon histoire, et tout petit à petit, on s'apprivoise, vous voyez, au sens où tous ces mobiles, il n'y a personne sur la route qui vous dit allez, vas-y, vous êtes obligé d'aller chercher en vous ces forces pour avancer, résister à la tentation de l'abandon qui est quasi constante. La tentation, elle est nourrie de quoi? De la trouille, du froid, du danger, de la solitude? Tout en même temps. Et l'effort physique est dur, c'est pas une patinoire, c'est un chaos énorme, c'est un chaos. Et donc l'orgueil était là, je me disais si tu pouvais te casser une jambe, tu vois, un truc de revenir quand même un peu la tête haute, ce mec il est tenté le pôle Nord mais le pauvre il s'est cassé. J'avais envie de trouver un bon motif, donc j'étais complètement dans cette histoire qui était liée au monde. Et donc ce que je vous dis, je suis parti et je me suis déshabitué du monde et à un moment donné a commencé, j'étais le mec tout seul sur une autre planète. Et l'arrivée au pôle Nord, d'un coup c'est une libération totale, et c'est une quasi-illumination. J'étais léger comme la plume de mon duvet, c'était fabuleux. Donc j'ai un moment rare dans l'existence. Alors vous y partez en vous disant ben, c'est la dernière chose que je m'offre parce qu'après il va falloir que je redevienne sérieux, en gros. Et en fait, vous en revenez en disant au contraire, ça va être le début de quelque chose. Oui, il s'est passé deux choses. Enfin, d'une part, sur la route du pôle, j'ai rencontré quelqu'un. Ça ne va pas être si fréquent. C'était impossible à organiser. J'ai rencontré une expédition américaine qui était dirigée par Will Steger, et ils étaient 5 avec des traîneaux à chiens. Ils étaient partis un peu plus à l'ouest que moi. On partait du nord du Canada, un peu plus à l'ouest. Je savais qu'il y avait une expédition américaine. Et j'étais le soir dans ma tente. C'était la sieste. Je faisais la sieste tous les jours de 4h à 7h. Et j'entends merde, des ours. Et c'était la pire des choses qui veut m'arriver, rencontrer un ours. J'avais pas d'arme. J'avais pris le pari c'était trop lourd, je voulais pas. Et puis je me disais que si je le blesse, il me tuait. Donc je préférais ne pas tirer dessus. Donc j'avais pas pris d'arme. Et tout d'un coup, je dis non, c'est pas un ours, c'est des chiens. Et donc je suis sorti, j'ai fait l'escalade d'un bloc de glace derrière laquelle j'étais à l'abri. Et de l'autre côté, la caravane de chiens passait. Donc vous imaginez les Steger américains qui tout d'un coup voient un mec sortir de la glace et en plein milieu de la route du pôle Nord. Voilà, donc oui. Une sorte d'hallucination en conditions extrêmes. Ah oui. Donc j'étais sorti vite, j'étais juste avec mes damarres. Vous avez vu, j'ai mes damarres. Là, donc je me caillais, je dis ah oui, viens. Sous ma tente, on est derrière, nous on est venu. Il m'a dit bon, nous on continue. Il était à l'heure des États-Unis. Moi j'étais à l'heure française, c'était la nuit. Et il faisait jour tout le temps. Vous voyez, on était en avril. Lui, il était à l'heure américaine, il avait encore 6 heures de marche. Il m'a dit, demain suis mes traces et on se voit. Donc on s'est vu, il m'a dit, est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait faire quelque chose au pôle Sud? J'ai dit, attends, on est assez occupé avec le pôle Nord, on envisagera quelque chose. Donc on a échangé nos numéros de téléphone. Entreprenant quand même. Ah oui. Et puis on s'est revu. Mais ça, c'était un événement important. Et la deuxième chose, je suis revenu de cette expédition avec 2 outils très forts, importants. 2 outils sociaux, je dirais. D'une part, une notoriété agréable. C'est agréable, la notoriété. Vous allez dans un restaurant, il n'y a pas de place, on vous reconnaît, on vous en trouve une. C'est des trucs comme ça qui sont agréables dans la vie.
Marquez les restaurants au pôle, il y a de la place. Non. Et la deuxième chose, c'est une confiance en moi. Vraiment, je me suis tellement battu contre mon envie d'abandonner que je me rends compte de la récompense de la persévérance. Et je me suis rendu compte qu'avant, j'avais été avec Tabarly ou avec Yannick Seigneur ou d'autres alpinistes. J'avais fait des expéditions en tant que médecin. J'étais donc un passager. On va dire, entre guillemets, j'étais le salarié. Vous voyez, et là, j'étais passé chef d'entreprise. Et c'est moi qui avais inventé l'histoire. J'avais réuni les moyens pour la faire et je l'avais réussi. Et tout d'un coup, j'étais sur la voie des rêves d'enfance. Et je me suis orienté vers cette chose. Le conseil que vous donnez dans le film, allez au bout de ses rêves. Ah, mais c'est fondamental. On ne se construit pas sur des choses inachevées, sinon c'est des poches de frustration qui sont déséquilibrantes, quoi. Il vaut mieux entreprendre des choses plus petites à sa portée et les terminer, c'est fondamental. Alors, à ce moment-là, quel mot vous mettez sur ce qui devient le projet d'une vie, le projet professionnel, une ambition? Est-ce que vous essayez de le formuler? Est-ce que vous essayez de le prévoir? Comme quand Didier, en 1988, dit ben, « moi, je vais investir dans le bio, puis je vais développer mon business dans le bio ». Vous dites les choses comment, vous, à ce moment-là? Vous vous dites « je vais faire quoi? Mon métier, ça sera quoi ?» Je pense que j'ai la même envie que Didier. Une envie forte de réaliser quelque chose qui vous plaît. Et donc cette histoire avec Stiger a une suite. Donc je rentre au mois d'août, en pleine nuit, il m'appelle. Il n'avait pas, Will Stiger, il habitait dans les forêts du Minnesota, il n'avait pas le sens du décalage horaire. Il m'a appelé à 3h du matin, donc je suis allé dans le Minnesota, on a passé du temps ensemble. Il habitait dans les bois, c'était magnifique où il habitait. Il avait dans une maison, une cabane, c'était absolument génial. Et il étale la carte de l'Antarctique sur la table et il me dit « The longest way, 6300 km, avec des chiens, bien sûr. » J'ai dit « Moi, j'ai aucune expérience de chien, je ne sais pas s'ils peuvent le faire. » Il m'a dit « Moi, j'ai traversé l'Arctique plusieurs fois. Facile. On pourra le faire. » Et donc, je suis entré dans cette préparation d'expérience.